merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, le rendez-vous de Lyon Mac TV qui revient sur l'actualité lyonnaise de la semaine qu'on va tenter de décrypter avec sur le plateau l'ancien élu écologiste Étienne Tête. Bonjour Étienne. Bonjour. L'avocat Éric Collet. Bonjour Éric. Et mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire pour rentrer dans le vif avec l'État qui va cofinancer le téléphérique Lyon-Francheville. Est-ce impossible désormais de reculer sur ce projet? Faut-il un référendum pour la ZFE comme le réclame toute l'opposition de la métropole de Lyon? Les annonces de Gérald Darmanin sur le trafic de drogue dans l'agglomération arrivent-elles trop tard? Et puis Running Lyon, Arena de l'OL, est-ce que les écologistes font du greenwashing? On approche, vous le savez, de l'élection présidentielle et personne n'est dupe. Le gouvernement a soudainement trouvé le chemin d'un chéquier magique. Autant en profiter, et la métropole a bien fait de soumettre des dossiers au ministère des Transports puisque cette semaine, Jean Castex a annoncé que 81 millions d'euros seront débloqués pour 7 projets. Alors ça va concerner des bus, les futures lignes de tramway de l'agglomération, mais aussi le téléphérique Lyon-Francheville. Et pour le gouvernement, c'est un projet qui mérite qu'on mette 7 millions d'euros sur la table. L'annonce tombe un mois et demi avant le début de la concertation. Mais concrètement, messieurs, est-ce que demain, la métropole pourra encore dire le téléphérique, on ne le fera pas, on va rendre l'argent de l'État? Étienne? Alors, les engagements de l'État, d'abord, ce sont des engagements qui peuvent être révoqués par l'État lui-même, oui. Mais surtout, ces engagements restent un engagement moral. C'est-à-dire que l'État a dit « je suis prêt à cofinancer », comme je ne veux pas, et d'ailleurs les rapports entre les régions et les collectivités locales comme les communes, c'est pareil. Je ne veux pas financer à fonds perdu ou une absence de dynamique. J'impose de fait que je représente un petit pourcentage d'une grosse opération et je cible cette somme d'argent pour que les opérations se fassent. Sinon, si je devais me donner 87 millions d'euros pour les transports, ça partirait sur un seul projet, ça n'aurait aucun effet dynamique. Donc ça se passe toujours comme ça et c'est normal. Après, ces contrats qui sont des contrats avec l'État, comme le contrat État-région, comme le contrat avec les collectivités, c'est un engagement qui n'est d'ailleurs ni contractuel de la part de l'État, ni contractuel de la part des collectivités locales. À partir de là, il peut y avoir de nouvelles discussions pour réaffecter. Mais effectivement, ça ne peut pas servir pour un seul projet. Il y a une dynamique qui doit être faite, et c'est ce que veulent les États, les régions et les collectivités. Donc ce sont des petits financements, c'est un gros financement réparti, j'allais dire, par des petites sommes sur 7 à 8 projets. Alors il y en avait 8 proposés, il y en a 7 de retenus. Et puis à partir de là, il y aura encore des discussions. Donc ça ne veut surtout pas dire que le téléphérique se fera avec certitude, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fera pas non plus. Voilà, le débat reste entier et on verra ce qui se passera dans les mois. Et pour donner simplement un petit exemple, c'est ce qu'on a reproché à Marseille de l'époque de Gaudin, c'est qu'il y a plein de sommes d'argent que l'État avait promis sur des projets. Comme les projets ne sont pas faits, ils n'ont pas récupéré ces sommes-là. Parce qu'à chaque fois, il faut quand même que la collectivité mette à peu près, on va dire pour être simple, les 80% du projet, qui eux-mêmes ont des fois des cofinancements venant de communes, de régions, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il y a souvent 3 à 4 personnes autour de la table pour financer un projet. Raphaël, pour lui répondre. Alors, puisque le politique fait du droit, le journaliste va faire de la politique. Moi, je pense que Bruno Bernard aurait pu dire à Castex « Merci pour l'aumône, c'est gentil, 80 millions, ça va nous permettre de payer un petit peu peut-être la peinture sur les téléphériques. » Parce qu'il faut préciser, le téléphérique, c'est 160 millions d'euros au bas mot, parce qu'on sera plutôt à 200, 300. 7 millions pour le téléphérique, c'est une paille. C'est une paille. Il est comme 80 millions en fait pour les projets lyonnais. C'est vraiment rien. Quand on voit combien ils ont dépensé à Marseille, qui avait été très mal géré, c'est vrai que c'est pas faux de la part de Bruno Bernard de dire que Lyon aurait mérité au moins autant d'investissements que Marseille. Mais surtout quand on compare à Paris. En Paris, c'est en milliards qu'on va dépenser dans les transports en commun que l'argent public. Que nous, contribuables lyonnais, on va payer pour les transports parisiens. On en recevra moins pour les transports lyonnais. Donc c'est une petite somme. Par contre, symboliquement, pour Bruno Bernard et pour les écologistes, c'est important parce que ça vient légitimer ce projet, alors que la droite, l'opposition, assez classiquement, puisque les écolos ont une majorité absolue, ils peuvent faire un peu comme ils veulent, l'opposition s'oppose un peu au projet. Je pense que s'il y avait une majorité un peu plus resserrée, qu'ils avaient dû négocier un plan de mandat, je suis sûr que la droite, qui est très opposée au téléphérique, trouverait des avantages au téléphérique et aurait pu l'accepter. Avant de vous donner la parole, Éric, simplement, Raphaël, est-ce que c'était à Bruno Bernard de davantage se battre pour obtenir plus d'argent? Ou est-ce qu'au final, ça ne marche pas comme ça
et ça aurait servi à rien. Non, parce que c'est effectivement le rôle des élus locaux d'aller se battre pour obtenir de l'argent pour leur projet. Donc on peut toujours dire qu'il ne s'est pas assez battu. Après, le résultat est un peu toujours le même. C'est-à-dire que quel que soit... on avait Gérard Collomb qui était assez proche du gouvernement à un moment donné. Des moments donnés, il était assez opposé au gouvernement aussi. Il n'a pas obtenu des sommes formidables non plus. Éric, vous n'êtes pas un grand fan de ce projet de téléphérique. Est-ce que le fait que l'État légitimise ce projet, ou en tout cas le déclare d'intérêt public en donnant de l'argent, c'est un coup dur pour son opposition, qu'elle soit populaire ou politique? Je pense pas. Moi, déjà, globalement, je me félicite d'une dotation de l'État à hauteur de 80 millions pour les différents transports. On a peut-être moins que Marseille, mais on est aussi une métropole beaucoup plus riche. Alors, sur cette dotation, qui est 7 millions, effectivement, qui soit ciblée pour le téléphérique, par rapport à un coût de 160 millions hypothétique, hein, on montera, comme dit Raphaël, sûrement à 200 millions, c'est pas non plus un adoubement par l'exécutif de ce projet de téléphérique. Je crois que Matignon se fiche complètement de la répartition que va pouvoir faire la métropole en termes de cette dotation, en termes de différents transports. Et c'est pas. Mais ils auraient pu dire non, on finance pas le téléphérique, c'est une connerie, il faut pas le faire. Oui, mais ils le font pas. Ils le font pas parce que effectivement c'est un mode de transport doux, un peu audacieux. On peut pas dire non plus que 7 millions, ça soit vraiment un adoubement du projet de téléphérique. Mais le fait que ça tombe avant la concertation, est-ce que ça ne va pas poser un problème pour les personnes les élus qui vont représenter la métropole lors de ces concertations, pour l'opposition, pour les gens qui seront opposés à ce projet-là? Le discours va être compliqué, non? Non, pas du tout, parce que c'est un des principes aussi de la concertation, c'est de dire comment on le finance. Donc il faut bien qu'il y ait au moins des pistes, même si elles ne sont pas définitives, de dire voilà le mode de financement. Hein, de dire, je vous offre, quel que soit le projet, hein, l'autoroute, la route, voilà, le téléphérique, je vous offre un projet, mais je ne vous explique pas comment on va le financer. Et d'ailleurs, c'est grâce à la concertation et notamment au débat public qui a eu lieu sur l'anneau des sciences ou le tronçon ouest du périphérique qu'on a pu observer que le financement n'était absolument pas acquis et quasi impossible. Bien sûr, ou alors il fallait se priver de tout, hein. Effectivement, on peut manger un peu de caviar si on ne mange plus à sa faim, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a vu, et c'est cette concertation. Donc c'est plutôt une demande qu'on s'est toujours battu, nous, les écologistes, c'est qu'on sache comment on finance les projets, et non pas simplement comment ils coûtent avant d'en débattre. Là, on peut imaginer que la métropole, ou en tout cas le Citral, a largement les moyens de dépenser 160 ou 200 millions d'euros pour le téléphérique. Alors, même sans l'aide de l'État. Avec tout, si c'est qu'une aide de 7 millions, ça ne va pas lui changer sa vie sur ce projet précis. Mais en revanche, il y a quand même un certain nombre d'autres projets, et donc on est obligé de faire des choix. Et notamment, si le choix est fait parfois de faire plutôt un tramway, plutôt un téléphérique, plutôt que des choix plus lourds de métro, c'est bien aussi qu'on intègre, par rapport au service rendu, combien va me coûter pour la collectivité, donc pour le citoyen, ce service rendu. Voilà. Et donc il faut toujours mettre ça en balance, et il y a des projets. Alors effectivement, prenons l'A45, bon, le service rendu et le coût du projet n'étaient pas rentables. On a fini, heureusement, par l'abandonner. Mais après, il y a aussi des choix politiques complètement démesurés sur certaines lignes, même de ferroviaire. Hein. Le Bordeaux-Toulouse, tout le monde dit aujourd'hui, à 6 milliards pour le Bordeaux-Toulouse, pour gagner à peine 30 minutes, ça ne vaut pas le coup. Surtout que la sobriété dont on attend de l'écologie aujourd'hui fera qu'il faudra peut-être mieux passer 30 minutes de plus dans un train à lire tranquillement la presse ou un roman, et ça sera une façon de vivre dans la sobriété que de gagner ces 30 minutes et après de courir dans les taxis et autres. Voilà. Au final, le téléphérique, ça va être l'éolienne du transport. Quelque chose de coûteux, qui ne servira pas énormément et qui sera même polluant, tant au plan esthétique, visuel que sur l'installation métal et béton. Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet du jour. On va encore parler de l'opposition aux écologistes de la métropole de Lyon. Cette semaine, pas de métropole exit au programme, mais une pétition commune de tous les groupes non affiliés à Bruno Bernard pour obtenir
Un référendum local sur la zone à faible émission, pas pour valider ou non le principe, mais bien pour revoir l'extension, le renforcement de cette ZFE qui sont trop excluants selon les opposants, puisque 3/4 des véhicules d'aujourd'hui seront bannis de cette zone en 2026. Étienne, est-ce qu'on a encore le temps de palabrer aujourd'hui sur cette ZFE ou est-ce qu'il faut effectivement suivre cet agenda qui peut être un peu restrictif, mais qu'il faut appliquer dans les faits pour aider l'agglomération à mieux respirer demain ? Alors, je pense qu'il y a un double enjeu, effectivement. Aujourd'hui, il faut diminuer le nombre de voitures en ville et de diminuer sur les plus polluantes. Donc, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui se met en place sur de nombreuses communes. Et donc, on ne peut pas être rétrograde par rapport à ça et dire qu'on ne va pas faire ces zones de faible émission. Effectivement, on est obligé, et après, c'est des débats de compromis, on est dans le pas à pas. Aujourd'hui, c'est simplement les poids lourds ou les véhicules utilitaires et on va arriver à un processus dont le processus va être plus ou moins rapide et ça va toucher les véhicules individuels, les plus anciens, ceux qui ont plus de 20 ans. Après, on peut toujours discuter et c'est la concertation et qui a lieu. La concertation, elle est ouverte en ce moment. Donc, qui intéresse personne. Oui, mais alors peut-être qu'il n'y a pas assez de communication sur la concertation. Les vrais problèmes, pour moi, après chacun a son opinion, c'est qu'on est obligé de travailler avec une législation qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on essaye de faire le mieux possible sur la législation qui n'est pas la bonne. Et notamment, c'est qu'on a calé, parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement, donc il est là, sur le système des critères, critère 1, critère 2, etc. Vous savez que vous achetez aujourd'hui une Porsche neuve, elle est critère 1, en essence. Ça n'a aucun sens. Et donc, si on veut toujours mener ensemble l'écologie et le social, je pense qu'il faut continuer effectivement le système des zones à faible émission, notamment dans les endroits les plus exposés, le centre-ville, Villeurbanne, puisque actuellement, c'est Villeurbanne, c'est Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire. Mais globalement, on en est là. Et on va, logiquement, après, il faudra s'étendre. Mais si on veut toujours avoir les deux pieds, l'écologie et le social, il faut qu'on ait une logique qui ne permette pas quand même à des gens qui ont des Porsche de rouler au vu de tout le monde avec des voitures qui sont extrêmement polluantes. Parce que le critère n'est que basé sur « je ne veux pas de diesel ». Éric, sur le principe de la ZFE, il faut le faire de toute manière, mais il faudra un référendum selon vous pour l'encadrer ? Alors déjà, on n'a pas le choix puisque la loi d'ordre public, c'est décembre 24. Tout à fait. C'est dans 2 ans, on va tous y passer. Pour rebondir sur le propos d'Étienne Tête, pour moi, c'est actuellement écologie contre social. Contre le social, parce que c'est les classes les plus modestes qui sont visées et touchées par... Mais vous êtes d'accord avec moi ? Ils sont touchés, il faut quand même aussi... Alors, mais vous ne soyez pas obsédés par les Porsche. C'est les vieux diesels de nos compatriotes les plus modestes. C'est les vieilles voitures à essence de nos compatriotes les plus modestes qui sont interdits de rentrer en ville. Et donc on retombe sur la vision politique, sélective et discriminatoire de ce que je n'aime pas dans l'écologie politique, effectivement, qui ne touche pas les classes favorisées. Dans les milieux que je fréquente, profession libérale et autres, on passe d'un 4x4 hybride à un autre 4x4 hybride, etc. On ne va pas être touché par ça. En revanche, effectivement, c'est les classes les plus modestes. Donc il y a quand même une réflexion à tenir sur ce problème. Mais ce ne sont pas les écologistes qui ont inventé le système critère. Oui, enfin en tout cas, la ZFE, elle est portée à bout de bras comme une mesure supplémentaire de réduire le nombre de voitures en ville. Et comme par hasard, ça va être des banlieusards, des gens extérieurs à la ville de Lyon, ou aux grandes cités, du moins, qui sont touchés par le ZFE, qui ne pourront pas rentrer, ou alors qui devront changer leur véhicule sans en avoir les moyens. Pour moi, c'est un problème politique. Du coup, vous n'avez pas répondu à la question tous les deux. Étienne, oui, non, un référendum sur la ZFE ? Très compliqué, le référendum, à le définir, parce que s'il faut voter sur des zones particulières, locales, des critères, etc., le Lyonnais moyen que je suis ne va pas s'y retrouver au moment de voter. On est d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est totalement absurde, l'outil du référendum par rapport à ce dossier-là. Un référendum, ça doit être une question simple.
Donc c'est pour ou contre. Pour ou contre la ZFE, ça c'est un référendum qui fait sens. Il faut que quand les gens aillent voter, il y ait un impact réel. Là, pour leur demander, savoir si les critères 1 ont le droit d'aller à Villeurbanne ou à Caluire ou en 2025 ou en 2026, vraiment pour la peine, c'est une arme ridicule. C'est un peu dommage pour l'opposition d'être partie là-dessus, parce que c'est à la fois un bon dossier. C'est vrai qu'il y a une discrimination sociale assez forte avec cette mesure et qu'il y aurait d'autres solutions, notamment beaucoup plus de piétonisation. Ça n'a pas cet effet social aussi fort. Ou le péage. Enfin, il y a d'autres possibilités, on pourrait réfléchir. Socialement, ça poserait d'autres questions aussi. Oui, et l'outil du référendum, en plus, je le trouve intéressant. Parce que pour l'opposition, quand on regarde à Grenoble, c'est avec le référendum qu'ils ont mis un peu en difficulté la municipalité écologiste, notamment sur la politique de stationnement. Après, ils n'ont pas eu la mobilisation nécessaire pour la bloquer, mais il y a eu des moments de friction assez forts grâce à des référendums. Donc je pense que l'opposition a raison d'aller sur le référendum, mais là, c'était vraiment pas le bon dossier. Moi, j'ajouterais que dans les critères des voitures qu'on doit exclure du centre-ville, c'est les critères, j'allais dire, environnementaux, tout critères confondus, et pas seulement certains critères pour éviter les voitures qui polluent trop parce qu'elles ont des moteurs trop importants. Et puis l'autre chose qui doit être intégrée, c'est justement un élément, j'allais dire, de choix de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est un premier pas, permettre à des personnes qui sont en centre-ville d'avoir 2 voitures en ville. Ça, c'est un vrai problème. Vous avez un appartement en centre-ville, je veux dire, 2 voitures en ville, c'est scandaleux. Et on s'est toujours opposé au fait qu'en plus, les gens qui ont 2 voitures en ville payent moins cher le stationnement en centre-ville. Ça, il faut travailler sur comment on fait partir les voitures du centre-ville de ceux qui ont la meilleure alternative en transport collectif, c'est-à-dire en fait la première zone, parce qu'en transport collectif, quand vous êtes à l'intérieur du périphérique, il est très performant. Donc voilà, c'est de ça qu'il faut qu'on débatte pour qu'effectivement on fasse de l'équité sociale. Raphaël, pour conclure très rapidement sur ce sujet, est-ce qu'on peut penser que c'était un simple coup politique de l'opposition pour mettre les écologistes au pied du mur en sachant qu'ils allaient forcément refuser ce référendum et du coup mettre devant le fait accompli que, ah tiens, les écologistes qui aiment tant la démocratie participative et locale, ils refusent un référendum. En plus, il y a eu un micmac avec le vote, soi-disant des erreurs de vote, des problèmes de connexion, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, ça a marché, en tout cas, ce coup. Vous pensez que l'opposition pourrait être cynique à ce point? C'est possible. C'est possible. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, c'est exactement ça. Et ils ont lancé une pétition. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, il y a 600 signatures. Ouais. Donc les élus, leurs attachés, leurs conjoints. Voilà. Et je pense que sur les 600, il y en a beaucoup qui pensent que c'est oui ou non, contre ou pour la ZFE. Alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Petite parenthèse sécurité avec le déplacement, c'était ce jeudi soir de Gérald Darmanin à Lyon, le ministre de l'Intérieur, qui a notamment annoncé que Rieux-la-Pape et Villeurbanne allaient passer en quartier témoin pour lutter contre le trafic de drogue. Ce nouveau dispositif va permettre d'installer des caméras dans les immeubles, d'expulser les dealers avec l'appui des bailleurs sociaux, d'intensifier les enquêtes pour, je cite, la reconquête cage d'immeuble par cage d'immeuble. Eric, est-ce que c'est le choix de territoire logique et bon selon vous pour ce dispositif et est-ce qu'il sera efficace? Alors déjà, il pourrait avoir beaucoup plus de territoire, malheureusement. Deuxièmement, pour moi, c'est de la com. C'est-à-dire que sous Hollande, on avait les zones prioritaires de sécurité. Les ZSP, voilà. Ouais. Maintenant, on a les QRF. C'est de la com gouvernementale. C'est des rustines cache-misère qui ne prennent pas réellement le problème à bras-le-corps. Le problème, c'est une chaîne pénale globale et on sait très bien qu'actuellement en France, la chaîne pénale ne fonctionne plus puisque les policiers font leur travail dans des conditions difficiles et la justice ne suit pas. Donc, faire des quartiers témoins, rajouter des caméras, qui d'ailleurs les dealers découpent à la disqueuse comme hier à Bron, je crois. À Bron, peut-être. Ouais. Donc, tout ça, c'est de la com. Mais vous croyez vraiment qu'on peut arrêter la consommation de cannabis en France? Je n'y crois pas. Alors, ces dernières années, moi, j'étais beaucoup plus tolérant avec les consommateurs, dont je ne suis pas, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais c'est vrai que le côté contravention, je trouve que c'était mieux qu'un délit d'encombrer les tribunaux correctionnels avec des consommateurs. Mais maintenant, je reviens sur ce raisonnement. On va bien être obligé à un moment ou à un autre, si on veut faire une vraie guerre républicaine, d'ordre public républicain. Vous pensez vraiment qu'on peut mettre fin à la consommation de cannabis en France? D'être plus punitif par rapport aux consommateurs.
Vous pensez qu'on peut arrêter la consommation de cannabis en Alors, France? moi, je ne serais pas contre la légalisation à titre personnel, ouais, encadrée par l'État, pour déjà ruiner l'économie parallèle des cités, ouais, tout à fait. C'est parce que ce que fait Darmanin est voué à l'échec, hein. Puisque Il n'a pas parlé de légalisation. non, mais on veut démanteler les trafics dans une tour. Non, Tant qu'il y aura des consommateurs, les trafics surveille, existeront. On met des caméras, alors il va y avoir 2-3 descentes de police, ils se déplacent, ils reviennent, enfin, tout ça c'est de la rustique. Il y a tellement d'argent avec... Si déjà la justice fonctionnait, la justice républicaine, de manière extrêmement sévère, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, voilà, vas-y, Étienne. Moi, je partage d'abord ce que vous dites, c'est que le marché économique de la drogue en général, c'est énorme. Donc il y a des tas de gens qui ont 250 000 personnes. 250 milliards. 250 000 personnes qui vivent oui, le marché de la drogue en France. En France, oui, Entre tout à fait. Oui, mais c'est une autre Mais approche. combien consomment? Mais ce chiffre-là, oui, c'est une autre approche française, effectivement. Et dans ce marché, le revendeur final, c'est-à-dire la phase finale qui se passe en France, c'est 50% du marché. C'est-à-dire entre le producteur, etc., et chacun prend sa petite part au passage. Et donc, la distribution, et donc de là, c'est une vraie économie, 250 000 personnes. Voilà. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué de s'opposer à ça. L'autre aspect, c'est ce qui est dit, c'est que les gens sont d'abord des consommateurs. Et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura un marché. Donc on voit bien la difficulté qu'on a et comment on se positionne vis-à-vis des autres drogues qui sont légales, d'autres qui ne le sont pas, de certaines qui sont dangereuses, très dangereuses comme la cocaïne, le cannabis et l'alcool. Et d'ailleurs, un certain nombre de médecins classent le cannabis moins dangereux que l'alcool. Moins dangereux que l'alcool, donc l'alcool dans la hiérarchie pourrait être sur le plan de la santé publique. Voilà, donc on voit bien que c'est d'abord un enjeu de société pour y répondre. Après, ce que fait effectivement, c'est de la communication. C'est-à-dire un peu comme Gros Minet dans les dessins animés, je bouche un truc, un G, un autre G, puis hop, ça finit par gicler de partout. Forcément, ça va se déplacer, c'est comme la vidéosurveillance, vous surveillez un endroit, ils vont ailleurs. Donc c'est effectivement comme la com. Après, le problème de la justice, non. La difficulté, c'est qu'on a déjà à peu près par an d'observation de délits. Il faut savoir que c'est le seul délit qui est élucidé au moment où on sait qu'il existe. Puisque vous arrêtez une voiture, il y a de la drogue dedans, l'enquête elle est terminée. Détention de drogue, terminée. Il n'y a pas besoin d'une enquête compliquée. Après, on veut aller plus loin. Souvent, Étienne, il y a une perquisition, on essaie de remonter un peu la chaîne. On essaye de remonter, c'est compliqué, les gens ne peuvent pas parler parce qu'ils ont des menaces, donc c'est difficile de remonter. Mais je veux dire, la différence, pour bien expliquer, quelqu'un va déclarer un vol, on ne va pas trouver le voleur. Donc on a une discordance forte entre les déclarations de vol et les voleurs retrouvés. Là, chaque fois qu'on découvre quelqu'un qui a de la drogue, il est au moins dans son aspect de départ, et il y a à peu près 200 000 cas par an. Et les peines ne suivent pas. Les peines ne suivent pas. On a 60 000 C'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les peines sont beaucoup plus sévères sur la consommation de cannabis que sur la fraude fiscale, par exemple. Tout à fait. Et les montants ne sont pas du tout les mêmes. Rien à voir. Chers confrères, je peux vous donner un exemple quand même. Oui. La réquisition du procureur de la République sur des primo-délinquants de trafic. Ils avaient une vingtaine de kilos de voitures. C'est énorme. Oui, enfin moi je ne connais pas le marché. Mais c'est de dire il faut une peine sévère parce que compte tenu du rendement, le procureur disait 100 000 euros, donc ils ont fait quand même un an de prison, 100 000 euros de gains dans une affaire comme ça. Mais je vais dire, moi je vois que Fillon a fait 1 million de gains, lui il fait pas de la ferme. Donc on voit bien que... Il a 2 ans ferme au-dessus de la tête, Fillon, je vous rappelle. Il est en appel. Mais il est pas en prison. 2 ans ferme, Oui, il va faire comme... essentiellement des trafiquants. 2 ans ferme au-dessus de la tête, il est en appel. Je parle de la vraie ferme. Et là, parce vous que parlez d'un grossiste à 20 kilos, c'est un grossiste. Ils ont eu une peine supérieure, ils ont déjà fait réellement 1 an de prison. Fillon, il n'est pas jugé définitivement. Non, mais je veux dire, le préjudice économique qui était l'argument des procureurs en matière de drogue, et moi je partage, moi je vois sur le terrain... L'affaire UBS, on parle de milliards d'euros détournés, il n'y a pas un dirigeant qui est envoyé en prison. Voilà. Pas un seul. Mais ça, c'est le problème de la justice. Là, on oui. était parti Elle est beaucoup plus sévère avec les trafiquants de drogue qu'avec les fraudeurs fiscaux. Juste pour dire... Un panel de différents cas d'infractions économiques, financières... C'est pas un problème de la justice, c'est un problème de la politique pénale, c'est-à-dire que les procureurs répondent
le procureur, il n'est pas indépendant, il est aux ordres du gouvernement. C'est au juge d'être indépendant. Mais de toute façon, le juge, il peut aller au-delà des réquisitions, mais c'est quand même rare. C'est quand même, voilà, la politique, elle est faite. Mais le vrai problème, c'est qu'on a 200 000 par an à peu près, hein, dont 100 000 de consommateurs. Mais même si on mettait les autres 100 000, donc tous les gens qui sont un peu plus que des consommateurs, pour faire simple, on les mettait en prison, il y a 60 000 places de prison. Pas de prison, mais des peines économiques et financières beaucoup plus fortes. Oui. Déjà, il faudrait entrer de l'argent pour l'État. Contrairement à ce que disait Raphaël, actuellement, les consommateurs, ils sont peu réprimés. Oui, je parlais des trafiquants. C'est beaucoup plus compliqué. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même 80 à 90 000 peines de prison ferme prononcées et définitives qui ne sont pas exécutées actuellement en France. Oui, donc comme Cahuzac. Dans les 90 000, non, Cahuzac, finalement, il a eu du sursis. Enfin, dans les 90 000... Non, il a eu ferme, il a été... Embrassé électronique. Il a été embrassé au NEDAS. Il a été en alternative à la poursuite. Allez, Eric, on parle dealer et vous répondez infraction fiscale et fraude fiscale. C'est curieux quand même. Quoi. On ne pourrait pas labrer des heures sur le sujet de C'est vrai. l'égalisation. Moi, j'espère que sur ce sujet, que Darmanin écoutera Zemmour, qui dit « J'aimerais bien essayer la méthode forte, et si ça ne marche pas, et on sait que ça ne marchera pas, on légalise. » Et moi, j'espère qu'il nous aura écoutés, puisqu'on lui a dit que sa mesure ne servait à rien. Dernier sujet du jour, dimanche dernier, 18 000 participants ont pris le départ du Run in Lyon. Tous ont reçu au moment de récupérer leur dossard en amont un t-shirt qui était fourni par ASO, l'organisateur de la course. C'est comme ça chaque année et ça pourrait changer puisque la ville de Lyon a demandé à ce que les goodies distribués soient plus vertueux. Ça veut dire fini la médaille, fini le t-shirt fabriqué à l'autre bout du monde. On a vu également les écologistes de la métropole valider une nouvelle étape pour le projet d'Arena de Lasvel sur le terrain de l'OL Vallée à Dessines avec des promesses, là encore, que doit tenir Jean-Michel Aulas. Pas trop de béton, de la végétalisation, faire la promo des transports en commun, financer un corridor écologiste. D'où ma question, messieurs. On dirait que les écologistes acceptent des projets écocides qui auraient été refusés du temps d'Étienne Tête, qui se seraient battus à la fois sur le plan politique, peut-être même sur le plan judiciaire. Et du coup, ils acceptent ces projets à condition d'apporter quelques touches ici et là de vert. Est-ce que c'est pas là la définition du greenwashing au final ? Ah si, exactement. Mais c'est effectivement au pouvoir, ils font ce que faisait finalement Gérard Collomb avant. C'est-à-dire que les Verts montaient au créneau pour dire il faut que ce projet soit plus écolo, et Gérard Collomb rendait le projet de Grand Stade un petit peu écolo. Étienne Tête connaît ça par cœur. Étienne Tête n'est pas décideur aujourd'hui. Je ne suis pas décideur aujourd'hui, j'ai beaucoup d'humilité, mais je pense qu'on ne peut pas... Le greenwashing, ça existe. Hein, et ça a toujours existé. Voilà, je veux dire, ça a plus de 40 ans de donner l'impression là. Et je me souviens même, là, quand je disais, ce n'est pas parce qu'on va nettoyer la guillotine à l'alcool pour qu'elle soit aseptisée que ça retire le problème de la peine de mort. Donc c'était avant 81 que les écologistes avaient cet argument. Donc vous voyez bien que c'est vieux comme le monde. En revanche, si on prend les deux cas, le problème des courses à pied, le produit, par nature, n'est pas anti-écologiste. Comme le Tour de France. Comme le Tour de France, c'est ce qu'il y a autour, c'est pas le fait que les gens fassent du vélo. Mais là aussi, ce qu'il y a autour, c'est les bouteilles d'eau qu'on met par terre. On est sur un produit qui, par nature, n'est pas anti-écolo, et sur lequel on va encore essayer de l'améliorer. Je ne vois pas bien ce qu'on peut faire de mieux. Puisque de toute façon, ce n'est pas du greenwashing. On ne va pas s'opposer à cette course à pied. Donc là, on est dans totalement la logique. Prenons l'autre cas, qui est effectivement plus objet de débat, puisque c'est le complément au projet OL auquel on s'est opposé. Vous l'auriez voté ? L'Arena, en tout cas, je n'aurais pas fait de procès. Pour une bonne raison, c'est que la dégradation... C'est important de le souligner. Je ne sais pas si je l'aurais voté. Non, je ne sais pas si je l'aurais voté. Mais d'abord parce que je n'ai pas tous les éléments du dossier. Mais ce que je sais, que je n'aurais pas fait de procès. Parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, puisque j'étais un des acteurs, avec Carton Rouge et bien d'autres, opposés au projet... OL-Land. Toute la destruction de l'environnement, elle est faite. Il nous reste... Effectivement, c'est quand même une extension du projet, puisque c'est le terrain industriel qui est à côté. Oui, c'est une friche. C'est une friche industrielle qui est à côté. Et voilà, donc j'allais dire, le vrai drame, c'est d'avoir fait sur ce terrain agricole destruction de 100 hectares en plus des 50 hectares, donc 150 hectares impactés, les coûts des transports, etc. Tout ça, c'est fait. C'est peut-être moins pire là qu'ailleurs, dans la mesure où on est sur une friche industrielle.
Je veux dire, le problème de gouverner, c'est qu'on ne gouverne pas dans la théorie. On dit quelle est la meilleure solution aujourd'hui, compte tenu des erreurs passées, pour de fait. Donc, ils ont obtenu des choses améliorées sur le projet, sur la pleine terre, sur etc. Pour un peu mettre ce projet dans le droit commun. Tout le monde est obligé de faire un projet immobilier avec de la pleine terre aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il ne le fasse pas, qu'il échappe aux règles de droit commun. Après, on va observer si c'est respecté. Parce que la différence, et on le verra dans quelques mois, s'il y a une différence, c'est-à-dire qu'effectivement, Gérard Collomb avait fait la même chose pour le Grand Stade avec un photovoltaïque qui n'a jamais eu lieu, puisque tout le toit du Grand Stade devait avoir du photovoltaïque. C'était même mon ami Gilles Bunat qui était passé plutôt du côté obscur de la force, c'est-à-dire côté Collomb par rapport aux écologistes, qui a dit voilà ce que j'ai obtenu et qui l'a dit très fortement. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Donc on verra si ça se fait. Moi, je suis confiant que les demandes, qui ne sont pas d'ailleurs exorbitantes, seront faites. Et voilà. Mais on est dans une situation où effectivement, on n'est plus que devant un terrain industriel et toutes les dépenses inutiles ont déjà été faites. Éric, c'est à vous que revient le mot de la fin. Rapidement, ces décisions des écologistes sont selon vous logiques ou bien est-ce qu'ils mangent leur chapeau ? Moi, je suis exaspéré, comme une grande majorité de Lyonnais, par le fait que les dirigeants écolos, villes, métropoles, finalement veulent imprimer maintenant les consciences en disant bah, ok, vous faites le running Lyon, mais attention, pas de t-shirts qui ont été cousus en Extrême-Orient avec des matériaux. Est-ce que vous aimez bien les t-shirts cousus en Extrême-Orient par des enfants ? C'est du sport. À un moment, je veux dire, toute la planète. Alors, il faut changer les grands flux de commerce, fabricants, etc. Au nom du sport, on peut justifier n'importe quoi ? En quoi c'est de l'écologie d'avoir un t-shirt qui vient de là? Made in France ? Vaut mieux que les gens fassent du sport, que le Tour de France passe à Lyon et arrêter de nous transformer en jansénistes écologistes où bientôt tous les plaisirs sportifs ou d'autres vont être supprimés sur une espèce de morale et de bien-pensance écolo qui, moi, m'insupporte. Appelez-le préférence régionale si vous voulez, comme le Revoqué, c'est la même chose. Préférence régionale, préférence nationale, le sport c'est un truc commun à tous les citoyens. Et si on commence à introduire des raisonnements en disant bah là vous nous enlevez les t-shirts et puis on vous donne un petit arpent de friche pour faire autre truc, c'est plus de la politique. On est chez les ayatollahs, on est dans un régime de dictature. Ceci étant, le produire local, qui est un thème écologiste depuis des années, et prioritairement d'abord sur l'agriculture, mais qui s'étend sur d'autres secteurs, le produire local, aujourd'hui, ça devient une évidence pour tout le monde. D'accord avec vous, mais ça n'a rien à voir avec cette espèce de vision de censure. En fait, c'est ça qui est incroyable chez les écologistes quand ils sont au pouvoir, ils deviennent des censeurs. Deviennent des recteurs de morale, deviennent des directeurs de conscience. Pas du tout. Occupez-vous des vrais problèmes des Lyonnais. On a défendu le mariage pour tous. Il y a une vision. Non, mais non. Mais moi aussi, j'étais pas opposé. Je suis de droite, j'étais pas opposé au mariage pour tous. Bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi pour la libération du bien vivre. On va pas mettre de vidéosurveillance dans les chambres à coucher pour surveiller. Le bien vivre, c'est quand le Tour de France passe à Lyon, qu'il y a de la ferveur populaire autour du Tour de France et qu'on ne vient pas nous dire c'est un événement machiste, je sais pas quoi, tous les trucs, les Bilvézés de Doucet. Quand on fait running Lyon, qu'il y a plein de gens qui se défoncent pour courir dans la ville, on va pas les stigmatiser pour un t-shirt. Donc ça, vraiment, c'est plus de la politique, c'est une espèce de censure qui devient complètement irrationnelle et absurde. Si ça continue comme ça, il y aura des manifestations populaires, on n'en passera pas par les élections. Allez, Raphaël, très rapidement et on termine. Après, c'est bien que les élus appliquent ce pourquoi ils ont été élus. Ah, mais c'était pas dans leur programme. Dans leur programme, il y avait que les t-shirts ils soient biodégradables. Tout à fait. Je me souviens que Grégory Doucet avait annoncé que la Vogue des Marrons, les cadeaux qu'on gagne seraient du coup des produits locaux et plus du Made in China. Ça change énormément la vie des citoyens lyonnais. J'y suis allé le week-end dernier, c'est pas le cas. C'est toujours du Made in China. Donc la promesse n'est pas tenue pour l'instant. Allez, merci messieurs pour ce regard apporté sur ces actualités. On attend désormais vos retours sur l'émission. Passez une bonne semaine sur Lyon Mag et je vous dis à vendredi prochain.